Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur, le podcast qui t'offre un moment de réconfort, d'inspiration dans ton parcours de parentalité. Je suis Océane, accompagnante postnatale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la parole se libère et où l'échange se veut sincère et chaleureux. Dans chaque épisode, nous plongerons ensemble dans des conversations enrichissantes avec des parents, des professionnels de la santé, du bien-être et de la petite enfance, ainsi que des créateurs français et françaises passionnés. Nous aborderons des sujets essentiels liés à la parentalité, des difficultés du quotidien et aux moments de joie et de bonheur. Je souhaite créer ici un véritable cocon où tu pourras trouver du réconfort, des conseils et surtout te sentir accompagné même à distance. Parce que oui, chaque parent mérite d'être entendu, soutenu et accompagné. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi envelopper par cette bulle de douceur. Car ensemble, nous allons explorer la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Merci de me rejoindre dans cette belle aventure et maintenant, laisse-toi emporter par ma bulle de douceur. Bonjour Elena, je suis vraiment ravie de te recevoir dans cet épisode pour parler de ton métier de naturopathe. Avant de commencer cet épisode, je voulais savoir comment vas-tu ? Bonjour Océane, merci beaucoup. Ça va très bien. Eh bien écoute, je suis vraiment ravie de savoir que tu vas bien. Est-ce que tu veux bien nous présenter qui tu es et aussi parler un petit peu de ton métier de naturopathe vraiment en globalité et puis on rentrera un peu plus en détail par la suite. Oui, bien sûr. Je m'appelle Elena, j'ai 29 ans. Je suis maman de 2 petits garçons qui ont 3 ans et demi et 1 an. J'habite à Bricbec et je suis depuis 1 an naturopathe. Et bien justement, pour parler de ton métier, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la naturopathie et comment est-ce qu'elle peut être bénéfique pour les futurs parents, notamment de la conception jusqu'à la naissance ? Oui, donc en naturopathie, alors je pense qu'il y a autant de définitions de la naturopathie que naturopathe. On n'a pas tous les mêmes approches, donc je vais t'expliquer ma vision de mon métier. Pour moi, la naturopathie, c'est chercher la cause d'un déséquilibre de santé, quel qu'il soit, plutôt que de cacher le symptôme. Par exemple, là on parle de parentalité, sur un dérèglement hormonal. La facilité, ça va être de prendre une pilule contraceptive. Donc là on va masquer les symptômes, et c'est vrai qu'on va pas traiter la cause du problème, la cause du dérèglement hormonal. Et quand on arrive dans un désir de conception où on arrête la pilule contraceptive, et ben du coup on a un peu un effet boomerang où on retourne sur le dérèglement hormonal qui n'a pas été réglé. C'est là qu'on peut parfois avoir des troubles de fertilité. On parlait tout à l'heure, tu sais, de l'idée de proposer aux couples qui veulent se lancer dans un projet bébé. Est-ce que toi, tu accompagnes justement ces parents qui veulent se lancer dans ce projet bébé ? Oui, j'accompagne des parents. Alors, malheureusement, j'accompagne plus de femmes que de couples. Ouais. C'est vraiment un sujet. J'essaye à chaque fois d'inviter en fait le coparent à venir. Voilà, j'aimerais beaucoup que l'homme participe parce qu'un bébé, ça se fait à 2. Ouais. Notamment, alors, sur le niveau accompagnement, c'est important qu'un co-parent accompagne la femme, mais surtout physiquement. L'homme a... Il a autant sa place en fait que la femme en fait. C'est ça. Et la cause de la problématique de fertilité peut venir autant de la femme que de l'homme. C'est pas plus de l'un que de l'autre. Et c'est vrai qu'on remet beaucoup la charge mentale et la charge physique sur la femme parce qu'elle porte le bébé. Mais en fait, on peut très bien avoir des troubles de la fertilité chez l'homme qui sont pas forcément graves et... C'est pas figé. Ouais, c'est ça. C'est pas figé, mais il y a toujours une solution justement qu'on peut apporter par rapport à ça. C'est ça. C'est pas forcément une cause dramatique. Ouais. Mais parfois ça va venir de l'hygiène de vie de l'homme et pas forcément de la femme. Donc c'est important que l'homme vienne à des rendez-vous également et remette en question son hygiène alimentaire, son hygiène de vie, sa gestion du stress. Peut-être que la femme va faire ce qu'il faut. J'ai déjà rencontré des femmes où la future maman avait une très bonne hygiène de vie, prenait des vitamines de préconception, faisait très attention, faisait des massages pour faciliter la grossesse. Ouais. Et le papa avait une hygiène de vie un peu moins bonne, où il y avait une consommation de tabac, d'alcool, voilà. Je voudrais vraiment mettre l'accent, donc on a dit que c'était important que les femmes viennent accompagner les hommes, ou alors ils peuvent venir séparément, hein. Je pense que c'est plus délicat de venir à 2 et on n'ose pas forcément parler devant l'autre, mais du coup prendre 2 rendez-vous
pour parler chacun de son côté. Voilà, on parle de choses très intimes quand même, donc ça peut être bien de venir chacun de son côté. Et tout à l'heure, du coup, tu parlais des couples qui viennent pour la préconception. Donc aujourd'hui, je vois des couples qui viennent en préconception quand ça fait 1 an, voire plus, 2 ans qu'ils essayent d'avoir un enfant. Ouais. Je pense que dans l'idéal, il faudrait venir quand on a une envie de préconception, même quand tout va bien, pour avoir un terrain idéal en fait, pour refaire un point, pour favoriser, pour donner des chances à la grossesse et qu'elle se passe bien pour la future maman, pour le couple et pour le bébé. Venir pour de la préconception, même quand tout va bien, je pense que ça peut être très intéressant voilà, pour favoriser un terrain plus favorable. Ouais, et puis souvent on attend le dernier moment, tu sais, pour prendre rendez-vous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on vient que quand c'est trop tard ou quand il n'y a pas d'autre solution, qu'on est désespéré, alors qu'en naturopathie, on travaille beaucoup sur la prévention. Et du coup, en conception de bébé, voilà, ça permet de refaire un point sur plein de choses. S'il y a besoin d'arrêter le tabac, s'il y a des questions par rapport à l'alcool, au tabac, à l'alimentation, ça peut enlever des angoisses. Et ça permet voilà, d'avoir une bonne hygiène de vie, de favoriser des plantes qui vont faire en sorte que la grossesse se passe bien dès le début. Donc vraiment, les parents, ils peuvent venir te voir dès qu'ils ont cette envie d'avoir un enfant. Vraiment, ils peuvent penser directement, tiens, là, il faudrait que j'aille voir une naturopathe pour voir un petit peu, comme tu disais, l'hygiène de vie, savoir si ça va bien dans les deux sens. Et puis, comme tu dis, de toute façon, ce projet, il est mené à 2 et c'est hyper important aussi de le mentionner. Parce que c'est vrai qu'on voit que... Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup de femmes qui consultent, mais très peu d'hommes, parce que souvent, ils sont assez... Je pense que ça vient de la charge mentale qu'on donne aux femmes beaucoup. Ouais, c'est ça. La femme porte l'enfant et que, indirectement, je pense pas que ça soit fait consciemment, mais indirectement, on va se dire que c'est à elle de gérer... tout ce qui est en lien avec la grossesse en fait. Alors que oui, certes, elle porte l'enfant, mais avant tout, c'est une fusion d'amour en fait. Voilà. Et c'est un projet de couple, c'est un projet qu'on fait à 2. Et autant pendant la grossesse, c'est vrai que la femme a plus de choses à faire que l'homme. Là, il est un petit peu... il sait pas trop ce qu'il peut faire. Il peut être mis un petit peu à l'écart, mais pour la préconception, il est aussi important que la femme. Le bébé, c'est vraiment 50-50 dans l'ADN. La qualité du sperme est aussi importante que les ovules. Tout à fait. Et voilà, s'il y a des hommes qui nous entendent à travers cet épisode, franchement, n'hésitez pas à venir accompagner de votre conjointe. Et vraiment, vous avez aussi tout un rôle et une présence qui est hyper importante dans ce projet-là. Et c'est aussi que ces femmes, elles ont énormément besoin de vous. Elles ont besoin d'être rassurées, notamment par la parole. Ça peut être des gestes tendres, mais vraiment de savoir que elles ne sont pas seules à vivre ça et que vous aussi, vous avez le droit de partager vos émotions, de partager ce que vous ressentez. Enfin, ça ne fera pas vous quelqu'un impliqué dans ce projet, c'est très important. Ouais, tout à fait. Ce qu'on peut voir aussi pour la préconception en consultation, du coup, c'est de faire un bilan sur les éventuelles carences, que ça soit chez l'homme ou chez la femme. Ah oui. Les carences peuvent contribuer à l'infertilité et faire un point du coup sur les carences nutritionnelles, c'est très important. D'accord. Dans la qualité du sperme notamment, on parlait tout à l'heure. Il va y avoir certains nutriments qui vont optimiser la qualité du sperme. La vivacité, voilà. Ouais. Donc ça va rendre le projet plus facile. Plus facile à concevoir, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Pour les couples qui essaient de concevoir un enfant, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ? Alors, comme on a dit tout à l'heure, que monsieur s'implique autant que madame, ça c'est vraiment le conseil essentiel. Éviter les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, je pense que c'est une grosse cause d'infertilité. Des perturbateurs endocriniens, on en retrouve partout dans les pesticides, donc faire attention à son alimentation évidemment. On en retrouve aussi dans les plastiques, on en retrouve dans les cosmétiques, on peut en retrouver dans les produits ménagers. On en retrouve dans les poêles avec des revêtements anti... je sais plus trop comment ça s'appelle, mais effectivement il y en a aussi dedans et... Voilà, donc après ça c'est un budget, on peut pas tout changer du jour au lendemain, mais petit à petit... changer, vous finissez les produits que vous avez actuellement. Encore une fois, le but c'est pas de surcharger le budget. Faire petit à petit, c'est mieux que pas faire du tout. Donc en fait, quand vous rachetez un nouveau produit, vous essayez de faire attention à la composition
Et pareil pour les biberons pour enfants, il y a des perturbateurs endocriniens aussi. Bon, ça se fait un peu moins parce qu'il y a eu aussi des sujets qui ont été abordés là-dessus, mais c'est d'autant plus important. On va plutôt favoriser les biberons en verre, mais après, auquel cas, ça reste un choix qui vous appartient. Et je trouve quand même que c'est un sujet qui est important à évoquer parce que peu de personnes le savent. Donc, après, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on en fait. Un biberon en plastique est chauffé au micro-ondes, il va libérer des plastiques dans le lait. Un biberon en plastique qui est donné à température ambiante qu'on ne va pas chauffer, il y aura moins d'impact. Bien sûr, donc, parce qu'il n'est pas chauffé, quoi. Le fait d'être chauffé va quand même favoriser les particules de plastique. Ensuite, un conseil, ça va être de réguler le cycle hormonal, évidemment. C'est très important dans notre société d'aujourd'hui, dû aux perturbateurs endocriniens notamment, mais on a quand même beaucoup de dérèglements hormonaux. Ça demande un suivi personnalisé recommandé et voilà, ça se voit en cabinet, mais c'est très important de travailler sur son cycle hormonal quand on voit des signes de dérèglement de l'acné hormonal, un dérèglement au niveau des menstruations, des douleurs inhabituelles. Ça demande quand même un suivi. Plus le cycle va être régulier, plus la facilité de conception va être là. Et le 4e conseil que je donnerais, c'est vraiment de réduire le stress. Le stress, c'est un gros facteur également. On le voit notamment avec des couples qui essayent depuis plusieurs mois de concevoir et qui n'y arrivent pas et qui y parviennent quand ils partent en vacances. Partir en vacances ou en week-end, c'est vraiment un conseil pour sortir de son quotidien, de sa routine, du stress du travail, du stress de la maison, être ailleurs, ne plus trop y penser. Ça permet de débloquer des fois quelques petites choses et on le voit également en retour de couche. Ah ouais. Des personnes qui ont eu beaucoup de mal à avoir leur premier enfant et qui font parfois appel à la PMA pour avoir leur premier enfant en retour de couche. On va avoir le 2e enfant quelques mois plus tard parce qu'il y a eu le déblocage. Le premier enfant est là et on a moins de stress, tout simplement. Bah ouais, c'est ça. Et pour rebondir aussi, tu as abordé le retour de couche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le retour des règles après avoir eu bébé. Donc, qui peut arriver quelques semaines après l'accouchement, voire quelques mois quand on allaite. Ouais, c'est ça. Ça peut revenir, je crois, au bout de 6 mois quand on allaite. Pour ceux qui n'allaitent pas, c'est 6 semaines, je crois. Ça revient au bout de 6 semaines, je crois. C'est ça. Et c'est vos règles comme si c'était avant d'avoir bébé. C'est ça, c'est le retour des règles, mais on est très très fertile à ce moment-là. Ouais. Et donc des personnes qui ont eu beaucoup de mal à avoir leur premier enfant, généralement ne se méfient pas du tout. Pour eux, ils ont eu besoin d'un parcours PMA, ils ont mis plusieurs mois voire années à avoir un enfant, donc ils ne se méfient pas et il y a souvent des grosses surprises à ce moment-là. Ouais. Comme quoi le déblocage du stress et le déblocage d'avoir un enfant jouent énormément. Ah mais carrément, ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Ouais. Et le fait d'être très fertile à ce moment-là, du coup... Ouais, bah il y a ça aussi. Ouais. Mais tu vois, je pense que toutes les femmes n'ont pas conscience. C'est vrai qu'on a peu de temps aussi à se poser avec son corps et se dire, comment est-ce qu'il fonctionne. Des fois, ne serait-ce que juste voir aussi sa glaire. Tu vois, quand on a des pertes blanches, est-ce qu'on prend le temps d'analyser un petit peu la glaire, comment elle est? Aujourd'hui, elle est plutôt liquide. Là, plus elle est épaisse, plutôt... plus blanche, plus transparente. C'est ça. Et du coup, ça va aussi impacter un petit peu sur... Enfin, pas impacter, pardon, mais juste... nous situer un petit peu sur notre cycle menstruel. On peut analyser sur ça. Ah bah complètement. C'est d'ailleurs devenu un moyen de contraception, de connaître son corps grâce à la glaire, à la température. Voilà, il y a plein de petits outils à utiliser. C'est complexe, il faut se renseigner, mais c'est très intéressant. Ouais, qui s'appelle notamment la symptothermie. Exactement. Si je me trompe pas. J'ai bien révisé mes cours. Ça évite la prise d'hormones et même sans hormones, le fait de mettre un stérilet en cuivre par exemple, ça reste un corps étranger dans le corps qui n'est pas accepté par toutes les femmes. Donc voilà, là c'est un moyen plutôt sûr. Il faut être à l'aise déjà et surtout il faut être assidu. Ouais, il faut être assidu. Ouais, assidu par rapport à ça. Et notamment, ce qui est relié, c'est la température aussi le matin quand on se lève. C'est ça. Alors, comment est-ce que la naturopathie, elle peut soutenir les femmes enceintes tout au long de la grossesse notamment, et en ce qui concerne la nutrition et le bien-être émotionnel? Alors sur la nutrition, en consultation, on verra une nutrition adaptée à chaque trimestre. Donc au premier trimestre, on va conseiller des aliments riches en folates, donc des légumes verts, des fruits à coque, des graines, en vitamine B6, des bananes, des pommes de terre, pour atténuer les nausées notamment, et en protéines, végétales ou animales, peu importe, mais de qualité pour soutenir la croissance de l'embryon. D'accord.
Au deuxième trimestre, c'est là que le besoin en fer va augmenter. Donc les épinards, quand on aime ça, à volonté, les lentilles, les haricots rouges, des aliments riches en vitamine C également pour améliorer l'absorption du fer, très important. Donc les kiwis, les agrumes, le persil, qui est très riche en vitamine C. Juste une petite parenthèse du coup, attention au thé et au café qui vont limiter l'absorption du fer. Ah ouais, d'accord, donc ça fait l'effet inverse. Exactement. Okay. Quand on consomme des aliments riches en fer pendant un repas ou qu'on est complémenté en fer, le fait de boire du thé ou du café au même moment va complètement inhiber l'absorption du fer. Donc toujours en décalé des repas. Alors le thé et le café, on va éviter en fin de journée pour des problèmes de sommeil, mais le matin par exemple, on va plutôt boire son thé ou son café dans la matinée plutôt que pendant un repas. Ouais. Notamment le midi, parce que au petit déjeuner c'est pas forcément là qu'on a le meilleur apport en fer, mais le repas du midi généralement oui, et du coup le café de fin de repas le midi va complètement inhiber l'absorption de fer. Donc plutôt en décalage, exceptionnellement qu'on a un repas de famille, il n'y a aucun problème. Là les conseils c'est vraiment pour le quotidien, pour tous les jours. Okay. Mais attention au thé et au café. Et pour le deuxième trimestre du coup, un apport en calcium également pour le développement des os du bébé. Donc les amandes, les légumes verts. Ok, en ce cas ça fait pas mal d'éléments on va pouvoir se les noter à côté, faire une petite liste, bon, il me faut ça. C'est ça. Pour le troisième trimestre, on va prendre des aliments riches en magnésium pour réduire les crampes qu'on peut rencontrer en fin de grossesse et pour gérer le stress. Donc des noix, des épinards par exemple. Et un apport en oméga 3, donc les petits poissons gras, les sardines par exemple, le maquereau, les graines de lin pour soutenir le développement cérébral du bébé. Et ça c'est bon à savoir, carrément. Pour les oméga 3, je recommande souvent alors je fais une petite pub là, mais je recommande souvent l'huile quintessence. Les huiles quintessence, ils ont une huile qui est adaptée à chaque âge, donc bébé, enfant, femme enceinte, adulte et senior. Et donc c'est un mélange d'huile qu'on peut utiliser en cuisson ou en salade, et qui va apporter tous les nutriments, tous les bons gras nécessaires à chaque moment de vie. Donc pour les bébés, on peut en mettre une cuillère sur la purée directement pendant la diversification alimentaire, et après on peut cuisiner avec. Je mettrai le lien dans la barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse d'aller découvrir cette huile. Moi aussi je vais aller découvrir. Pour soutenir les femmes enceintes, du coup, on peut aussi faire une prévention des carences, donc avec des analyses de sang régulières pendant la grossesse. C'est très important, on peut demander à sa sage-femme ou à son médecin d'avoir un bilan sanguin. Des repas équilibrés évidemment pour avoir un apport en nutriments complet. Éventuellement des compléments alimentaires, mais en fonction des besoins individuels, on évite les multivitamines. Ah ouais, pourquoi ? Il peut y avoir une interaction déjà entre les vitamines, entre les nutriments qui sont dedans, donc c'est moins efficace, et généralement il y a un mauvais dosage. D'accord. Donc on va plutôt prendre les nutriments un par un avec ce qu'on a besoin en fonction de l'analyse de sang. Mais voilà, on va pas surcharger le corps avec des vitamines. Ouais, bah c'est bon à savoir. Ouais. Là, ça va surcharger s'il n'y a pas besoin, et il vaut mieux aller à l'essentiel et à ce que le corps a besoin à ce moment-là. Et le fait de le faire régulièrement, du coup, pendant la grossesse, va pouvoir permettre d'adapter au fur et à mesure. Enfin, attention à la qualité des nutriments, plutôt. On trouve de tout, que ça soit en pharmacie, en magasin ou sur Internet. On fait vraiment attention, il y a des marques... Ouais. Et où est-ce qu'on peut trouver justement une fiabilité par rapport aux nutriments ? Mais Jolie Mama, c'est une très très bonne marque. Ah ouais ? De nutriments. Ok. C'est des nutriments qui sont fiables et leur provenance est très bonne. Mais c'est pas le cas de toutes les marques. Donc ça, c'est une marque qu'on ne retrouve que sur Internet. Mais quand je conseille des plantes, par exemple, c'est pareil, je préfère recommander une plante seule plutôt qu'un complexe. Et du coup, là en pharmacie, je recommande beaucoup Arcopharma. Ok. On retrouve des plantes uniques, et la composition est très bonne, les prix sont pas excessifs, des bons rapports qualité-prix qui sont accessibles. Ouais. C'est ça. Okay. Après, vraiment faire attention, c'est compliqué de savoir vers qui se tourner et vers qui avoir confiance. Il faut apprendre à analyser les étiquettes, lire la liste des ingrédients, quantité de nutriments qui est dans un complément. Voilà. C'est pas facile, au fur et à mesure qu'on se renseigne, on commence à apprendre. Mais voilà, se renseigner sur la provenance, acheter des compléments alimentaires qui sont bio, tout ça c'est important. Carrément. Pour le soutien émotionnel, les fleurs de bac, on en a parlé tout à l'heure, c'est le meilleur soutien qu'on puisse trouver.
pour accompagner donc toutes les émotions qu'on retrouve pendant la grossesse, liées aux peurs, au manque de confiance, etc. Ça peut permettre de préparer l'accouchement, ça peut être utile pendant le postpartum. Voilà, à toutes les étapes de la grossesse, c'est un très bon outil. Les fleurs de bac peuvent être prises pendant la grossesse, il n'y a aucune accoutumance, il n'y a aucun danger, il n'y a pas de contre-indication. C'est rare, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas utiliser pendant la grossesse, mais ça c'est un outil qu'on peut prendre sans problème. Les fleurs de bac sont macérées dans l'alcool à l'origine et du coup maintenant on en trouve pour les femmes enceintes, pour les bébés, pour les enfants et pour les animaux qui ne contiennent pas d'alcool. Donc là vraiment il n'y a aucun danger et même quand elles contenaient de l'alcool, il y a plus d'alcool dans une banane trop mûre que dans les fleurs de bac. Ah ouais ? Donc vraiment il n'y a pas de danger, mais voilà, pour les personnes qui veulent vraiment être complètement carrées, aujourd'hui il y a des formules sans alcool. D'accord, c'est bon à savoir. Pour le soutien émotionnel également, le yoga prénatal. Ah ouais, c'est chouette. Ouais. Pour les femmes qui n'ont jamais eu l'occasion de faire du yoga, c'est une bonne occasion de commencer. Et contrairement au yoga classique où généralement tout le monde arrive, fait son cours et repart dans son coin, il y a vraiment une sororité qui se passe dans les cours de yoga prénatal. Tout le monde vit la même chose en même temps. C'est voilà, un vrai moment pour tisser des liens avec des femmes qui vivent la même chose, pour poser des questions, voilà. On n'a pas toujours la chance d'avoir des copines ou de la famille qui vit la même situation que nous en même temps. On n'a pas toujours nos copines qui sont enceintes en même temps que nous. Donc pour poser des questions, c'est très très chouette de participer à des cours de yoga prénatal. Et ça permet de travailler sur la sphère émotionnelle et physique. Okay. Parce qu'en préparation à l'accouchement, c'est fabuleux. Que ça soit pour la respiration, pour la mobilité du corps, les hanches. Ouais, ça a plein de bénéfices, quoi. Énormément. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des remèdes naturels ou des pratiques que tu recommanderais pour soulager les symptômes courants de la grossesse, tu vois, comme les nausées ou bien les maux de dos ? Je pense que tes réponses vont être très attendues par les mamans qui vont nous écouter là. Alors, pour les nausées, principalement le gingembre. Ok. Je pense que c'est une astuce de grand-mère. Il y a certaines personnes qui connaissent, mais généralement, on est assez surpris. Le gingembre est très efficace et beaucoup plus que le... D'accord. Sur les nausées qu'on rencontre pendant la grossesse. Il y a des personnes qui n'aiment pas le gingembre, parce que là on peut vraiment le prendre sous toutes les formes. Frais, on peut le mettre dans des jus de légumes si on en fait à la maison. On peut en acheter du confit. Ah, ça je savais pas par contre. Moi je connais qu'en poudre. Gingembre confit, il y a le gingembre en épices qu'on retrouve en cuisine, qu'on peut mettre dans les plats. Ouais. Et la meilleure façon quand on n'aime pas vraiment le gingembre, c'est en tisane. Ah d'accord. Donc il y a plein d'aspects en fait. Exactement. Donc il y a du choix aussi. Et donc là, pour toute la sphère digestive, les remontées acides, les brûlures d'estomac, les nausées, tout ça, voilà, ça va vraiment calmer tout ce qui se passe. Et c'est bien meilleur pour la santé que le... Ouais, c'est sûr. Je vais me faire attaquer par le laboratoire, mais tant pis. C'est la vérité. L'alimentation fractionnée également. Quand on a des nausées, faire des plus petits repas plus souvent dans la journée, c'est ok. On nous apprend qu'il faut faire 3 ou 4 repas par jour. Quand on est enceinte, il n'y a pas de règle. Il vaut mieux manger moins et plus souvent pour moins surcharger l'estomac. Et... Ouais. C'est pareil, alors l'hydratation est très importante, elle augmente pendant la grossesse, on essaye d'être à peu près à 2 litres d'eau par jour. Ça va soulager pas mal de symptômes. Par contre, on évite de boire pendant les repas, parce qu'on va alourdir l'estomac également. Donc plutôt entre les repas pour avoir une hydratation régulière, mais éviter de trop boire à table pour pas surcharger l'estomac et créer des brûlures supplémentaires. Ok. Pour les douleurs de dos, le yoga prénatal. Quelle surprise. L'utilisation de chaleur. Comme des bouillottes. Exactement. Des choses comme ça. Ouais. Les bouillottes, pareil, de nos grands-mères, on les sort du placard. Que ça soit, alors la bouillotte, de toute façon, toutes les femmes devraient en avoir, que ça soit pour les menstruations, pour les douleurs en général, et pendant les douleurs de grossesse, ça soulage énormément. Pour les bouillottes d'ailleurs, alors on connaît tous les bouillottes qu'on remplit avec de l'eau chaude, ça a l'avantage de rester chaud très longtemps, donc pour la nuit par exemple c'est très pratique. Par contre pour les douleurs, alors que ce soit pendant la grossesse ou n'importe quand, moi je conseille plutôt les bouillottes sèches avec des graines de lin à l'intérieur. Les graines de lin ont la propriété d'être anti-inflammatoires. D'accord. Donc la chaleur plus le côté anti-inflammatoire, ça va vraiment soulager les douleurs inflammatoires qu'on peut rencontrer. Et on le fait chauffer aussi pareil au micro-ondes. Ouais, exactement. Okay. Et on peut en trouver en pharmacie ou... Moi j'ai acheté la mienne chez mon ostéopathe. Ok. Mais on peut en trouver sur internet ou chez certains professionnels de santé, peut-être en pharmacie, ça dépend lesquels. Ouais.
Moi, c'est bon à savoir. En tout cas, je me le note. La pratique pour les menstruations, surtout quand ça fait Exactement. mal. Et là, vraiment, ça va réduire l'inflammation, c'est génial. Ouais. C'est la marque Les Chochottes qui fait plusieurs formats différents. Donc, il y a un format très long et rectangulaire pour les cervicales. Ok. Il y a un format plutôt rectangulaire, assez gros pour les lombaires. Et du coup, c'est celle-là que j'utilise, moi, pour les douleurs au dos ou pour les menstruations. Et du coup, là, elle vient vraiment recouvrir toute la zone du ventre. Et il me semble qu'ils ont un petit format pour les enfants qui est plus petit, pour les petits, pour les bébés et les enfants. Bah ça doit être vraiment bien pour les femmes enceintes, tu vois, qui ont vraiment des douleurs au niveau du dos. Je pense que ça doit vraiment soulager. En tout cas, je mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je pense que ça pourrait aider plus d'une personne. Ouais, c'est ça. Voilà, Les Chochottes. Ok. C'est une super marque. Et des exercices sur le ballon de grossesse. Beaucoup de femmes ont des ballons de grossesse maintenant. Faire des exercices dessus, on en trouve facilement sur YouTube ou sur internet. Mais rien que balancer son bassin en faisant des cercles va soulager le dos. Et rester assise sur le ballon de grossesse dans la journée plutôt que sur une chaise, ça va vraiment aussi réduire les douleurs parce qu'on va moins porter le poids de la grossesse et ça va soulager. Et c'est une excellente préparation à l'accouchement aussi, physiquement, pour l'ouverture du bassin. Il y a plein de choses à faire avec le ballon de grossesse. Ouais. On peut en trouver à Decathlon pour pas très cher ou d'occasion. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Mais ça vous sera vraiment utile. Hein. Même après pour bercer bébé s'il y a besoin. Exactement. Parce que bébé va se rappeler du coup que vous avez été assis sur le ballon pendant la grossesse et il va ressentir aussi ces mouvements-là. Le ballon de grossesse, c'est génial. On peut s'en servir au yoga prénatal avec certaines professeurs. Même les maternités commencent à s'équiper de ballons de grossesse et au moment où on a les contractions, ça soulage énormément. Carrément. Ça prépare bien. À la maison, il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Plus ou moins seul, il y a des postures, des exercices qui demandent d'être accompagnés pour pas se faire mal, pour pas se blesser, mais le fait de s'allonger sur le ballon et de retourner son dos sur le ballon, ça soulage complètement les douleurs dorsales qu'on peut. Ouais, parce qu'en fait, on n'a plus le poids du liquide amniotique ni même du bébé, quoi. Et on ouvre toute la cage thoracique, tout le ventre. Qui est souvent en fait recroquevillé, tu vois, durant la grossesse. Ouais, c'est ça. Et au contraire, le fait d'ouvrir le tronc, en fait, finalement. C'est ça, ça c'est incroyable. Après, en autre conseil, l'hydratation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très important. La prise de magnésium, on en a parlé aussi tout à l'heure. Et l'ostéopathie. Je vous conseille vraiment d'aller voir un ostéopathe en préparation à l'accouchement, en plus de la sage-femme, et dès la naissance. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais même aussi pour bébé, quand il a des douleurs au niveau du ventre et tout, des fois, c'est vrai que ça peut soulager. On n'en parle pas aussi souvent de... Alors, l'ostéopathie, je pense qu'il faut y aller même quand tout va bien. Ouais. On y pense généralement quand bébé naît avec un torticolis, par exemple. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. Mais n'importe quelle naissance, le passage du bébé à la naissance est un peu traumatisante. Et ça va vraiment lui permettre de tout remettre en place, de se sentir sécurisé. Donc n'importe quel bébé, je pense qu'on devrait l'emmener chez l'ostéopathe après la naissance et faire une session maman-bébé, parce que maman a aussi besoin de replacer son bassin, etc. Ouais, c'est ça, parce qu'il s'est ouvert aussi, et ça prend du temps aussi pour que l'utérus aussi se remette correctement. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir autour de la grossesse et pendant le postpartum, donc c'est important aussi de l'aborder, Donc préparation accouchement, et dès la naissance, il n'y a pas de délai à respecter, on peut vraiment y aller dès le retour à la maison. Après, il faut en parler avec son ostéopathe, ils sont pas tous formés, j'imagine, à recevoir les bébés, donc il faut se renseigner. Ça marche. Et justement, pour aider les femmes à se préparer à l'accouchement, ou bien pour récupérer un peu plus rapidement, comment la naturopathie, elle peut aider à ça ? La naturopathie, elle va aider sur le renforcement du corps grâce à l'alimentation, par exemple. Elle va aider à la gestion du stress et des émotions. Elle va soutenir les hormones grâce aux plantes. Elle va renforcer la vitalité et l'endurance grâce à l'activité physique adaptée. Elle va permettre aussi une récupération physique après l'accouchement grâce aux plantes et à l'alimentation, donc la régénération des tissus, la cicatrisation. Elle va aider sur le rééquilibrage hormonal grâce aux plantes encore. On peut venir soutenir l'allaitement ou le sevrage en fonction du choix que l'on fait pour l'alimentation de bébé. On peut réduire les douleurs qu'on a en postpartum. Voilà, il y a plein de choses. Ok. Maintenant, on va plutôt parler de l'allaitement maternel et de la lactation. Est-ce qu'il y a des pratiques ou bien des traitements naturopathiques qui peuvent aider justement à soutenir cet allaitement ? Alors, peu importe le choix qu'on fait pour bébé, on peut se tourner vers l'homéopathie. Alors moi, je suis pas docteur en homéopathie, donc je ne peux pas en conseiller. Par contre, je peux conseiller d'aller voir un homéopathe ou une pharmacie qui vend de l'homéopathie. Aujourd'hui, il y a vraiment des compléments homéopathiques qui vont aider à la lactation ou au sevrage quand on décide de ne pas allaiter.
Après, au niveau naturopathie, pour soutenir la lactation, on connaît toutes les herbes galactogènes. Alors galactogènes, c'est qui soutiennent la lactation, comme le fenouil ou le fenugrec. Ok. Ça, c'est 2 plantes qu'on va utiliser en tisane et généralement les mamans qui allaitent connaissent bien ces tisanes-là. On va utiliser une alimentation adaptée, donc avec des protéines, des oméga 3, du calcium, du magnésium principalement, et l'hydratation. Là, on augmente vraiment l'hydratation pendant l'allaitement pour soutenir. Si je dis pas de bêtises, la composition du lait maternel, je crois que c'est 87% d'eau. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Donc on a vraiment besoin de boire pour pouvoir produire du lait. C'est ça. La gestion du stress joue énormément aussi. Le stress va jouer sur la lactation. Donc une maman stressée peut avoir plus de mal à produire du lait. Ouais, donc, parce qu'en fait, c'est important. C'est ça. Le cortisol va vraiment faire l'effet inverse parce que l'hormone dont il a besoin, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, du coup, c'est l'hormone de l'amour et aussi de la production de lait. Et aussi, il y a tellement de choses autour de cette ocytocine, mais vraiment, c'est important que le stress soit diminué, mais plutôt favoriser l'amour. Et c'est pour ça que souvent, j'en parle autour de moi, mais le rôle du coparent est vraiment primordial pour vraiment rassurer. Juste au moins apporter un soutien. Soutenir, exactement. Et en fait, plus on agit de cette manière, plus ça favorise aussi l'allaitement. Donc ça, c'est bon à savoir c'est aussi. Ça. Il faut savoir que le cortisol aussi, une production excessive de cortisol, le corps, il va se mettre un peu en alerte rouge pour gérer le cortisol et pendant ce temps-là, il peut rien faire d'autre. Ça veut dire qu'un couple en préconception, comme on parlait tout à l'heure, si le futur papa ou la future maman a trop de stress, son corps ne va pas être en capacité de concevoir un bébé parce qu'il s'occupe de gérer l'hormone de stress. C'est valable aussi du coup pour la lactation et pour toutes les problématiques de santé qu'on peut rencontrer quand on a un dérèglement hormonal ou quoi que ce soit. Si le corps gère déjà le stress, il peut pas gérer notre fonction. Ouais, il peut pas de toute façon gérer tout en même temps. C'est ça. C'est une chose à la fois, j'imagine, c'est donc, ça. Réduire son stress, ça permet de pouvoir laisser au corps la possibilité de faire plein d'autres choses. Et justement, pour parler bébé, est-ce qu'il y a des conseils en matière de nutrition ou bien de mode de vie qui permettraient de favoriser le développement sain du bébé, que ce soit pendant la grossesse ou bien après la naissance ? Alors, pendant la grossesse, ça va être l'alimentation principalement, donc une alimentation équilibrée pour la croissance cellulaire, pour le développement des organes, du cerveau, des yeux, des os, des dents, la prévention des malformations congénitales du tube neural, etc. Là, c'est vraiment l'alimentation qui va être la clé du développement sain du bébé. Et après la naissance, y a plein de petites choses. Le contact physique, donc le portage, on en parle beaucoup maintenant. Le pot à pot, c'est très important pour favoriser pour apaiser le bébé, pour renforcer le lien affectif. Donc là, on va travailler sur son bien-être émotionnel. Le temps passé en extérieur, peu importe la météo, qu'il pleuve, qu'il vente, pas quand il y a une tempête, mais voilà, du temps passé en extérieur pour renforcer le système immunitaire et stimuler l'essence de bébé. On a l'impression que quand il fait mauvais, il faut rester cloisonné chez soi, mais le système immunitaire pour se développer a besoin d'être en extérieur et c'est justement quand on a le réflexe de s'enfermer qu'on attrape toutes les maladies quand on sort. Mais si on a l'habitude de sortir quand il fait mauvais, le système immunitaire va pas au premier coup de vent. Okay. Ensuite, les jeux et les interactions, donc des jeux adaptés à l'âge de bébé, des jouets sensoriels, des livres d'images, etc. pour le développement cognitif. Puis d'éveil et la motricité libre pour qu'il découvre son corps, qu'il développe ses capacités motrices. Ça, c'est le top. Ça, c'est génial. Ouais. Il faut ça et vraiment laisser l'enfant justement se développer avec le temps. Enfin voilà, vraiment, il est en capacité de pouvoir le faire et il faut vraiment lui faire confiance. C'est ça, on en parle de plus en plus, c'est chouette. Carrément. Et d'ailleurs, c'est des pratiques que l'on initie beaucoup au sein des crèches et justement, ça les aide énormément. De toute façon, ils passent par différents stades de motricité avant de pouvoir marcher. Mais ça, c'est vraiment aussi un autre sujet. Sinon, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est vraiment... d'ailleurs, c'est Pickler qui l'a mis en place et je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que vraiment, ça favorise aussi plein de choses, notamment au niveau de la motricité qu'on abordait peu autour des enfants. Donc, voilà une petite chose qui peut être intéressante aussi à aborder. Carrément. Mais c'est vrai que la crèche où mon fils est actuellement est très... Favorise beaucoup l'autonomie. Et on parle beaucoup de portage. Les professionnels de la crèche, les femmes de la crèche prennent les bébés en portage quand ils ont besoin. Ils favorisent le pied nu. Ouais.
Ce qui est hyper important. On enlève les chaussettes de bébé en arrivant à la crèche et il favorise la marche pieds nus pour le développement du pied, c'est excellent. La motricité libre, évidemment. Ouais, c'est la base, vraiment. On favorise également un environnement calme. On évite les stimulations telles que les écrans, même si bébé est trop petit pour regarder la télé, un écran allumé dans la pièce, ça va le surstimuler. Bébé va entendre des bruits qui ne sont pas naturels, voilà. Pour son cerveau, c'est pas idéal. Les bruits forts également, les lumières vives, je pense beaucoup aux spots qu'il y a dans les maisons récentes. On met bébé dans un transat et que les spots sont allumés au-dessus de ses yeux, c'est vraiment beaucoup de stimulation pour ses yeux qui sont encore très fragiles. Ouais, en fait tout ce qui est lumière bleue, lumière blanche, c'est fatigant et on va plutôt favoriser des lumières chaudes comme rouge, jaune, orangé. C'est ça, et mettre des points lumineux dans la pièce avec plusieurs lampes plutôt que d'allumer les spots. Bah pareil, dans les maternités aussi, t'as les néons qui peuvent être vraiment... Ils sont très très forts. Ouais, carrément. Donc peut-être favoriser des petites veilleuses aussi, ça peut aider. Et c'est ça. Penser dans sa valise de maternité à emmener une petite lampe. Moi, j'ai emmené une petite lampe de chevet à pince toute simple qui vient d'Ikea, que j'accrochais sur le lit et qui permettait d'avoir une ambiance tamisée, surtout la nuit quand il fallait se réveiller pour donner le biberon. Et point bonus, ça favorise le sommeil. C'est ça. Petite anecdote d'une situation que j'ai vue quand j'étais enfant où un bébé qui avait quelques mois à peine était posé dans un transat sur la table basse devant la télé avec les spots allumés au-dessus de lui. Clairement, pour le développement des yeux, du cerveau... J'en ai pas du tout sur la sécurité. Donc, tu vois, c'est... Non. Après, c'est vrai qu'on n'est pas là pour juger, effectivement, mais je trouve que c'est ça. Il n'y a pas de jugement à avoir, mais justement, il faut informer les gens sur le fait que c'est pas... Parce qu'il y a des risques potentiels aussi par la suite. C'est ça. Donc je comprends que des fois, on a besoin d'un moment pour faire des tâches ménagères ou autre chose. Un bébé qui est posé dans un parc, par exemple... il va pouvoir faire plein de choses, jouer, découvrir son corps, découvrir ce qu'il a autour de lui. Et un bébé n'a pas besoin d'être placé devant un écran. Un bébé va pas s'ennuyer. C'est même déconseillé, effectivement, les écrans de la naissance au moins jusqu'à 3 ans. Après, au-delà de 3 ans, on va plutôt conseiller les écrans accompagnés toujours dans la vie. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu ressens ? Vraiment de mettre des mots, en fait, vraiment que ce soit accompagné. Mais c'est vrai qu'un bébé, même un tout petit, entre 0 et 3 ans, ce dont il a besoin, c'est vraiment l'amour de ses parents. Je sais que parfois, ça peut vraiment être tentant parce que parfois, on n'est pas forcément... disponible, mais auquel cas, dès que vous avez besoin, n'hésitez pas, il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider et qui ne vous laisseront pas seul aussi, parce que on sait bien que être parent, parfois ça peut être compliqué, ça prend beaucoup de temps, ça reste quand même un job à temps plein, on n'en parle pas assez, mais c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est aussi important de parfois de dire j'ai besoin d'aide, et je trouve que c'est hyper courageux aussi de dire là j'ai besoin, est-ce que tu peux venir au moins 1 heure ou 2, mais des fois ça peut vous faire du bien, histoire que peut-être que vous fassiez une sieste ou vous allez crier aussi dans un coussin ou soit sortir un peu prendre l'air, c'est important. C'est ça. Je crois que sur Caen, ils ont ouvert une salle pour aller lancer des haches, il me semble. Oui. Ça peut être bien pour, c'est ça. pour sortir ses émotions quand il y a besoin. Mais pour revenir sur les écrans sont vraiment déconseillés jusqu'à 3 ans et je suis d'accord avec ça. Par contre, il faut tempérer. Je pense qu'un enfant ne fait pas l'autre et qu'il faut savoir s'adapter à son enfant. Je pense qu'avant 3 ans, ça peut éventuellement être ok si c'est sur des courtes durées et toujours accompagné. Ouais. Encore une fois, j'ai pu voir un enfant où ses parents lui ont complètement interdit l'utilisation des écrans jusqu'à 3 ans. Par contre, à partir du jour de ces 3 ans, ça a été en no limite. Ah ouais. Donc je pense que c'est moins grave de donner un petit peu d'écran à son enfant avant 3 ans éventuellement et de le faire progressivement et avec des contenus adaptés et toujours encadrés, plutôt que de suivre la réglementation de 0 avant 3 ans et de donner complètement les écrans par la télé et par les jeux vidéo à un enfant de 3 ans. Tout ce qui est assez stimulant au final. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'un enfant ne fait pas l'autre, que voilà, c'est toute une adaptation. On n'est pas un bébé devant la télé, par contre il faut réfléchir et oui, parce que tu vois, on peut montrer aussi des photos de la famille, appeler en FaceTime aussi, tu vois, c'est des choses qui font partie. Je pense que le 0 écran avant 3 ans est très compliqué quand même dans la société d'aujourd'hui. C'est ce qu'on préconise, mais est-ce que c'est faisable dans notre vie d'aujourd'hui ?
on est quand même le premier de nos enfants. Exactement. Et on n'est pas forcément toujours on est dans un monde très connecté. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Mais on est dans un monde très connecté et c'est vrai qu'on fait au mieux. On n'est pas des parents parfaits, mais on fait pour le mieux et je pense que c'est ça. Je pense que des fois, c'est mieux de regarder un petit dessin animé avec son enfant plutôt que de lui interdire complètement les écrans et de passer la journée, nous, sur notre téléphone devant lui. C'est ça, exactement. Donc, ou un Disney ou des choses comme ça. Ouais. C'est ça. Il y a des choses qui sont adaptées, il faut sélectionner. Il y a des choses qui peuvent leur apprendre aussi. Oui, bien sûr, il y a même des jeux éducatifs et tout maintenant, des choses qui sont vraiment bien faites. Il y a des petites vidéos de yoga, il y a plein de choses. Il faut juste sélectionner le contenu. Et voilà, faire attention, mais je suis pas forcément pour le zéro écran, c'est ça. Zéro avant 3 ans. Je pense que ça dépend des enfants. Je pense également que pour un premier enfant, ça peut être beaucoup plus facile quand il y a le deuxième enfant à la maison et que le premier a le droit de regarder. Généralement, on est un peu plus leste déjà. C'est vrai. Je note en tout cas parce que c'est hyper important ce que tu partages ton point de vue. De toute façon, en général, je pense qu'il faut pas être dans les extrêmes. Pour moi, 0 avant 3 ans, c'est un peu extrême. Okay. Il faut trouver un équilibre. D'accord. Avec la vie de famille, il faut trouver... mais ça, c'est valable sur tous les conseils que je vais donner en naturopathie, c'est trouver un équilibre. Ouais. Et le dernier point, du coup, pour les conseils pour favoriser le développement de bébé, ça va être les massages. Ouais, pour la relaxation, pour la digestion, pour le lien parent-enfant. Ça peut régler pas mal de petites problématiques que les bébés peuvent rencontrer. Les massages, c'est un super moment à passer avec son bébé. Et ça renforce aussi le lien entre le parent et l'enfant. Souvent, quand on est un peu moins à l'aise avec son bébé, quand on ressent aussi en mode... j'arrive pas à apprécier mon bébé parce que c'est aussi ok de ressentir ça fait partie aussi de la maternité. C'est important d'en parler, de mettre des mots là-dessus. Si vous ressentez ça, les massages peuvent favoriser justement le lien affectif et n'hésitez pas, à volonté, ça leur fait du bien. Même après le bain, une petite huile, c'est hyper agréable et c'est hyper doux. Même en tant qu'adulte, des fois, c'est sympa de ressortir ça sur le dos, donc n'hésitez pas, à volonté. Complètement. Et par rapport à ce que tu disais tout de suite sur le lien parent-enfant, oui, encore une fois, c'est complètement normal de pas forcément avoir ce lien comme on peut voir à la télé qui se fait immédiatement. Ça reste un inconnu. Ouais, c'est ça. Donc c'est normal d'avoir à créer ce lien et qu'il soit pas là naturellement le jour de la naissance. C'est ça. Ça dépend de chaque femme et c'est ok si ça vous arrive. Le plus important, par contre, c'est de voir que si, admettons, ça prend de l'ampleur et que ça dure dans le temps, d'aller quand même rencontrer un professionnel de la santé. De parler, de pas rester seul. C'est ça. Exactement. Ouais. C'est normal. Et voilà, pour créer le lien parent-enfant, ça peut être aussi un massage fait par le papa. Ouais, carrément. Des parents qui décident de donner le biberon au bébé, c'est vrai que le lien avec le papa va se créer plus facilement. Quand la maman décide d'allaiter, ça peut être plus compliqué. Donc ça peut être justement un moment dans la journée où le papa va créer un lien avec son bébé par le massage. C'est ça. Il y a des huiles qui sont adaptées, il y a plein de petites choses à faire pour apaiser bébé et pour soulager certains maux. Et ça hydrate aussi la peau. Donc il y a plein de bienfaits au final, donc ça c'est chouette. Et comment la naturopathie, elle peut contribuer à la gestion du stress et des émotions pendant la période du postpartum, et notamment pour les parents ? Alors avec des plantes, évidemment, et notamment certaines plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, c'est des plantes qui vont s'adapter au stress physique, émotionnel du corps. Alors là, on fait vraiment attention parce que les plantes adaptogènes sont souvent incompatibles avec l'allaitement, donc ça dépend vraiment de quel postpartum... dans quelle situation on se situe. Mais les plantes et les plantes adaptogènes sont un très bon outil. Les huiles essentielles également, mais encore une fois, on fait attention, pas en présence de bébé et pas en cas d'allaitement. Les fleurs de Bach, évidemment, pour le soutien émotionnel. L'alimentation anti-stress, ça va être des aliments, une alimentation riche en magnésium et en oméga 3 notamment. Ça, c'est vraiment les nutriments qui vont aider le cerveau, pour la gestion du stress. C'est excellent. Les techniques de respiration, la cohérence cardiaque. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Ouais. La cohérence cardiaque, c'est un super outil. Pour faire un petit rappel, ou pour ceux qui ne connaissent pas, la cohérence cardiaque, c'est la méthode 3-6-5. Donc dans l'idéal, c'est 3 fois par jour, mais je conseille toujours de commencer par 1 fois par jour, et une fois que c'est acquis, on peut éventuellement continuer par 2 fois et après 3. Mais si on commence du jour au lendemain à 3, on tient 1 semaine et on arrête. Donc ça sert à rien. Donc voilà, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. C'est très lent. C'est clair.
C'est très très lent. Pour se caler sur ce rythme qui n'est pas forcément... c'est pas forcément simple de se caler sur ce rythme seul. Il y a des applications complètement gratuites qui existent sur les téléphones pour vous aider. Donc en tapant cohérence cardiaque, généralement, on en trouve. Et du coup, juste en lançant le timer, alors on pourra mettre dans les notes du podcast éventuellement celle que j'utilise moi parce que c'est celle que je connais, mais du coup on peut fermer les yeux et ne pas regarder l'écran. Ça se passe avec un système de vibration où le téléphone va vibrer pendant l'inspiration et arrêter pendant l'expiration. Donc on a juste à se caler là-dessus pendant 5 minutes. C'est très facile à utiliser. C'est trop bien ça. C'est génial. Ouais. Les bienfaits de la cohérence cardiaque sont incroyables. La liste est très très longue. Et en tout cas à essayer parce que vraiment ça nous aide énormément, notamment quand on stresse, quand on... parfois on pense pas à respirer et quand on reprend une bonne inspiration et une expiration, ça franchement ça fait du bien. Mais moi qui ai l'habitude de le faire, généralement quand je commence mon exercice de cohérence cardiaque, je sens que ma cage thoracique elle est complètement fermée et au bout de quelques secondes déjà ça commence à s'ouvrir et rien que la différence entre le début des 5 minutes et la fin elle est incroyable. Donc imaginez faire cet exercice 1, 2 ou 3 fois par jour tous les jours, c'est complètement fou. Du coup, la cohérence cardiaque, c'est un exercice qui est complètement gratuit et si on le fait une fois par jour, qui prend 5 minutes dans la journée, donc c'est facilement trouvable 5 minutes dans la journée. La liste des bienfaits est vraiment très longue, notamment ça réduit les douleurs, ça réduit l'hypertension, ça réduit le cortisol qu'on parlait tout à l'heure, donc l'hormone du stress, et ça réduit le stress, ça réduit le taux de sucre dans le sang et le diabète de type 2, ça aide à la distanciation et au lâcher-prise qu'on peut avoir besoin en période de postpartum. Ça réduit la graisse au niveau de l'abdomen, ça réduit les inflammations, l'hyperactivité, ça aide à la récupération des sportifs, ça réduit le vieillissement cellulaire, ça augmente l'immunité, ça augmente l'ocytocine, donc l'hormone de l'amour, et les liens du cœur, ça aide à la mémorisation, à l'apprentissage, à la coordination, ça augmente les taux de dopamine et de sérotonine, donc les hormones pour être réveillé la journée et pour bien dormir la nuit. Donc voilà, c'est quand même très complet pour un exercice gratuit qui prend 5 minutes. Je trouve que le ratio est excellent. C'est gratuit, on l'a en nous. C'est ça. C'est en fait à disposition pour tout le monde, quoi. C'est ça. Et du coup, ce que je conseille en consultation généralement, c'est de commencer cet exercice tous les jours, même quand ça va. Quand tout va bien, le corps il a une mémoire. Et du coup, le fait de faire l'exercice quand ça va, le jour où ça n'ira pas, qu'il y aura une angoisse qui va monter, éventuellement une crise d'angoisse, le corps il va savoir comment réagir parce qu'on l'aura habitué à faire cet exercice-là. Donc voilà, on va complètement réduire le risque de faire des crises d'angoisse, d'avoir des peurs qui s'installent physiquement. C'est très intéressant. C'est un exercice qu'on peut facilement faire le soir, notamment quand il y a des problèmes de sommeil chez les adultes. Dans la journée, les journées passent très vite, surtout quand on est parent, je l'entends complètement, mais du coup, une fois qu'on est couché le soir dans son lit, on peut faire cet exercice-là facilement, ça va aider à s'endormir et on aura tous les bienfaits. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Des fois, quand j'ai du mal à m'endormir, je faisais ça, c'était radical. C'est ça. Ouais. Et au début, du coup, on va utiliser le téléphone pour s'aider. Par contre, au bout d'un moment, on va savoir le faire tout seul. Et c'est un exercice qu'on peut faire dans les transports en commun, qu'on peut faire dans la voiture quand on est dans les bouchons. Alors là, vous évitez de fermer les yeux. Mais voilà, c'est un exercice qu'on peut facilement faire un petit peu partout, quoi. À des moments de la journée qui sont des moments perdus, en fait, où on peut rien faire d'autre de toute façon. Donc, autant pratiquer la respiration. C'est ça, carrément. Et puis dans les bouchons, vraiment... ça réduit les tensions. Ça... Aussi, c'est vrai, ça évite de crier sur la personne à côté dans sa voiture. Exactement. Bon, bouge ta caisse. C'est ça. Le yoga également. On y revient. Le yoga, on peut en faire en prénatal et on en trouve en postnatal. Alors selon les professeurs, ça va être soit la maman toute seule, soit la maman accompagnée de son bébé. Ok. Il y a des professeurs qui permettent d'amener bébé, qui va être posé généralement sur le coussin de grossesse en dessous de la maman. Ça va lui permettre de s'éveiller également, de voir sa maman au-dessus de lui, et ça fait du bien à la maman. C'est une pratique qu'on peut, avec l'accord de la sage-femme évidemment, mais qu'on peut pratiquer dès le retour de la maternité quasiment, parce que justement ça va aider le périnée, donc aucun problème. Carrément, puis au ça moins permet de faire une activité, de sortir de la maison et de ne pas attendre d'avoir fait sa rééducation. Ouais, puis maman elle reste aussi avec bébé, comme ça il n'y a pas ce stress aussi. Je sors, mais je pense tout le temps à mon bébé. Là, non, honnêtement. Il y a pas de culpabilité, voilà, c'est ça. Et généralement, c'est des moments qui sont. C'est des séances très bienveillantes. C'est ok si bébé pleure, c'est ok si bébé a faim, et ben, on s'arrête, on lui donne à manger, il n'y a pas de souci en fait. Il faut pas avoir peur d'y aller avec son bébé parce qu'il peut pleurer ou parce que quoi que ce soit. C'est ok.
Et bah ça, moi je trouve que c'est vraiment chouette et je trouve qu'il manque beaucoup de lieux comme ça. Je pense que ça commence, nous on en a dans le Cotentin, donc je pense que ça... Ouais. Et la dernière chose, c'est de prendre du temps pour soi. Vraiment, c'est très important. Ce n'est pas égoïste de prendre du temps pour soi. Il faut le faire et sans culpabiliser. Pour apporter tout l'amour et le soutien à notre famille, on a besoin de recharger nos jauges à nous. Donc prendre du temps pour soi, ça peut être d'aller à l'espace détente, ça peut être d'aller faire un massage. Y a aussi des praticiennes en massage qui acceptent que bébé vienne accompagne, hein, c'est possible. Voilà, vous demandez au préalable, mais vous pouvez aller vous faire masser avec bébé à côté de vous si ça vous rassure, si vous voulez pas le laisser à la maison avec quelqu'un d'autre. Il y a plein de solutions pour prendre du temps pour soi. Et une fois qu'on a passé ce cap de pouvoir laisser bébé prendre du temps pour soi seul ou avec ses copines, mais c'est important. Ouais, carrément. Recharger les batteries pour être plus disponible après pour les autres. C'est ça. Là, franchement, t'apportes quelque chose d'essentiel aussi et c'est important de le dire. Ouais. Du coup, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous partager tes meilleurs conseils pour les nouveaux parents qui souhaitent justement intégrer des pratiques de naturopathie dans leur vie familiale et pour aussi favoriser la santé et le bien-être de toute la famille ? Oui, bien sûr. Être accompagné par une naturopathe, ça me paraît essentiel pour intégrer des pratiques de naturopathie. Et après, 3 mots, prévention, vitalité et équilibre. C'est vraiment les piliers... pour favoriser la santé et le bien-être de toute la famille. Au niveau des conseils, du coup, ça va être l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, passer du temps dans la nature, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, faire attention aux toxines, donc dans les produits ménagers, les cosmétiques, faire attention à ses émotions, en prendre soin et s'autoriser à avoir des émotions. En conseil, j'avais envie de partager un petit exercice de gratitude que j'ai appris pendant un atelier il y a quelques mois et que j'aime beaucoup. C'est un exercice qu'on peut faire en famille le soir pendant le repas par exemple. Donc l'exercice, c'est de commencer par se décharger d'une pensée négative qui a eu lieu dans la journée. Quelque chose qui vous a pas plu, voilà. La gratitude, c'est du positif, mais je trouve ça bien de commencer par décharger quelque chose de négatif, parce que c'est quand même bien de parler du négatif, de pas en faire un tabou, ou, voilà, c'est quand même bien, et ça fait partie justement de sortir les émotions. Et ça fait parler aussi les enfants, par exemple. Sur quelque chose qui s'est passé dans la journée qui pourrait ne pas oser dire, ou voilà, ça peut ouvrir la parole. Donc se décharger d'une pensée négative et ensuite lister 3 choses positives sur la journée. Au lieu de demander aux enfants de le faire directement, le mieux c'est de commencer par les parents, et une fois que les parents le font, généralement les enfants suivent naturellement. Donc voilà, un petit tour de table avec chacun une pensée négative, quelque chose qui nous a énervé, qui nous a mis en colère, qui nous a rendu triste. On peut soit le dire, soit en discuter s'il y a besoin. Et ensuite 3 choses positives de la journée. C'est un bon exercice, et la gratitude, je trouve que c'est vraiment génial de le pratiquer en famille. Ça permet à tout le monde de se concentrer dans la journée sur ce qui se passe de positif. Des petites choses insignifiantes, hein. Ça peut être vraiment la moindre petite chose, de savoir qu'on va pouvoir le raconter ce soir à table. Déjà c'est hyper gratifiant, ça fait plaisir. Et ça peut aussi du coup permettre aux enfants comme aux parents de chercher des choses positives pour pouvoir avoir quelque chose à dire. Donc on va vraiment se concentrer sur ce qui va, et ça permet de créer des liens, d'ouvrir le dialogue à table. C'est un petit exercice qui est très sympa et qui plaît beaucoup aux enfants généralement. Ouais, carrément. Et puis souvent, comme ça, il n'y a pas besoin non plus d'allumer la télé. C'est vous qui faites l'animation. Exactement. Autour de la table Exactement. Et c'est ça chouette. Peut créer des débats, ça peut et ça change aussi de la question. Alors comment elle s'est passée ta journée ? Des fois, on n'a juste pas envie de raconter parce qu'on a juste envie de rentrer, d'être au calme et tout. Et ça peut être aussi un bon outil pour, tu vois, poser cette question, mais la poser indirectement. Tu vois. Exactement. Et généralement, les enfants, quand on leur demande s'ils ont passé une bonne journée, ils nous répondent oui. Et si on demande des détails, je sais pas, j'ai pas envie de te dire. Moi, c'est les réponses de mon fils à la base. Et c'est vrai que c'est un format différent. Comme je disais tout à l'heure, de pas commencer par leur poser la question parce qu'on va avoir la même réponse, je sais pas, rien. Le fait de commencer par soi sans rien leur demander, généralement, ça leur ouvre la parole naturellement. Ouais, tout à fait. Ça leur donne envie de parler.
Et voilà, on peut le faire à table, on peut très bien le faire dans la voiture à la sortie de l'école, on peut le faire n'importe quand, mais je trouve qu'à table, c'est un moment propice au partage et aux échanges en famille. Ouais, puis il y a les regards qui se croisent aussi. Donc quand on se regarde, c'est je prends le temps de t'écouter, toi et ta personne entière, et je trouve que c'est chouette. Exactement. Et puis ça peut être l'occasion de dire des choses qui se sont passées dans la journée et que les autres ne seraient pas forcément au courant, ou même des choses qui se sont passées entre les personnes. Ça peut être l'occasion de briser un tabou, de briser la glace s'il y a un froid, voilà. Tout à fait. Ma chose négative, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas aimé que tu me dises ça. Et Carrément. si c'est dans un moment bienveillant, et on en parle et ça règle pas mal de problèmes. Ouais, et puis ça ouvre aussi notamment à l'empathie, et ce qui est chouette aussi, quoi. Complètement. Et bien voilà ce qui conclut l'épisode. Pour terminer, pour les personnes qui seraient intéressées par tes services, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut faire appel à toi ? Oui, bien sûr. Alors en consultation, du coup, soit au cabinet à Brickbeck ou en visio. Il n'y a aucun problème si les rendez-vous se font à distance. Ça peut arriver de faire des rendez-vous en visio, que ce soit la première consultation ou les consultations de suivi. Et sinon sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site pour avoir toutes les informations. Ok, bon, en tout cas je vous mettrai tous les liens de tes réseaux sociaux et de ton site internet dans la barre d'informations. Et puis je te remercie énormément pour cet épisode qui était vraiment très enrichissant, parce que je sais, et vous le savez pas, mais derrière votre casque et tout, mais elle a pris des notes, donc autant vous dire que c'était un épisode très complet. Vous avez toutes les ressources en vous maintenant pour pouvoir favoriser justement la conception ou bien favoriser votre petite vie, et notamment aussi celle de votre bébé. En tout cas, si jamais vous avez une question, vous avez besoin d'être accompagné, Elena reste à vos côtés pour pouvoir répondre à vos questions. Donc merci à toi pour ton temps, et merci également pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à toi Océane, merci beaucoup de nous avoir invités. Hello, c'est moi en voix off. C'était juste pour préciser que tous les liens des marques qui ont été mentionnés ne requièrent d'aucune collaboration, mais auquel cas on vous mettra tous les liens dans la barre d'infos si vous souhaitez y jeter un œil. Merci. Merci pour ton écoute et le temps que tu y as consacré. Je t'invite à partager tes questions ou même tes suggestions dans les commentaires. Ton retour est vraiment essentiel pour que je puisse créer du contenu qui résonne avec tes besoins. Si tu souhaites participer à mon prochain épisode, le lien de mon formulaire est disponible dans la barre d'informations de cet épisode. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt dans ma bulle de douceur.